Bonjour à vous tous de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de Paris, de la France qui nous regardez en ce moment. Il est 12h33, on est vendredi et c'est le 26 février, c'est le dernier vendredi de ce mois de février qui aura été passablement court. Bonjour Jessie. Bonjour Danick. Tout va bien pour Jessie? Oui, très bien. Donc on va commencer tout de suite avec les titres de l'info, Jessie. Alors, le lycée agricole de Guadeloupe ouvre ses portes dès aujourd'hui. 2 journées de découverte qui permettent au public de découvrir l'ensemble des formations dispensées dans cet établissement et valoriser l'agriculture guadeloupéenne. L'aérogare Guadeloupe Pôle Caraïbes fête ses 20 ans cette année, un anniversaire qui s'accompagne de chiffres plus que satisfaisants. Sur 3 années consécutives, Guadeloupe Pôle Caraïbes a accueilli plus de 2 millions de passagers. Nous étions présents lors de leur conférence de presse hier aux Abîmes et il est temps pour les entreprises de se mettre au vert. La Chambre des métiers de l'artisanat de Guadeloupe organisait hier à Capesterre-Belle-Eau un séminaire sur les déchets de la réparation automobile. Et voilà Danick pour le sommaire d'aujourd'hui. Alors le sommaire des invités aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure la présidente du FEMI, il s'agit de Madame Lucie Major qui viendra nous parler un petit peu de ce FEMI 2016. C'est déjà l'heure du bilan puisque le FEMI se termine pratiquement ce soir. Nous aurons aussi les lycéens qui viendront nous parler du prix Carbet, le prix Carbet des lycéens qui devrait être décerné dans les jours qui viennent. En tout cas, nous le saurons. Nous avions déjà eu l'occasion de recevoir un professeur nous parlant de ce prix Carbet qui est, comme on dit, in process. Et puis, comme chaque vendredi, nous aurons la rubrique, la chronique Manger Pays, chronique dont on ne sait pas encore le contenu, mais nous aurons probablement le temps de le savoir. Voilà, c'est ça le sommaire de l'info et des talks. On va commencer exceptionnellement par les infos avec Jessie et ensuite nous recevrons Madame Lucie Major. Et je vous le disais, les journées portes ouvertes du lycée agricole de Guadeloupe ont démarré. Aujourd'hui, les enseignants et les lycéens présentaient les différents enseignements dispensés donc dans l'établissement. Une action qui permet notamment de valoriser l'agriculture en Guadeloupe par le biais de la qualité des formations proposées donc par le lycée agricole de Guadeloupe. Reportage tout de suite avec Charlie Dagonia. L'objectif des journées portes ouvertes, dans un premier temps, c'est de faire découvrir à tous les collégiens de la Guadeloupe nos différentes filières au sein de l'établissement, mais aussi de promouvoir l'agriculture en Guadeloupe et le savoir-faire de nos élèves. Donc, le lendemain, le samedi, nous organisons un grand marché agricole, artisanal et culinaire avec une 50aine d'exposants cette année. Les 2 points forts de ce marché, c'est une compétition de beuh-tirant organisée par les élèves, mais aussi un cross et une marche en partenariat avec Jogger Sport, la Ligue d'athlétisme et Caroline. Alors, ces élèves, est-ce que cela va compter pour eux dans leurs notes? Oui, effectivement, parce que vous avez derrière moi des élèves justement qui sont là pour pouvoir montrer ce qu'ils ont préparé et cette préparation, ce qu'ils vont proposer en tout cas, servira pour pouvoir arrondir un petit peu leurs notes pour leur examen final. Donc aujourd'hui on est là pour présenter notre PIC, donc c'est un projet de communication, donc c'est basé sur le lombricompost. Donc on a pour objectif de promouvoir le lombricompostage. Donc c'est bien fait pour la nature et la terre. Et pour aussi que les agriculteurs ou même les gens du quotidien puissent diminuer sur les engrais chimiques ou les pesticides. Donc c'est le bienfait du lombricompostage. Donc c'est parti sur une idée très simple. Il y avait déjà des recherches qui avaient été faites par des agriculteurs qui eux-mêmes avaient récupéré cette idée de Cuba. Parce qu'il faut savoir que Cuba, c'est le pays, le précurseur de tout ce qui est agriculture biologique. Donc on a pris ces idées on va dire la source originelle est de Cuba et on a voulu donner un plus au lycée en ayant notre propre base de lombricompostage. Pour pouvoir suivre une formation agricole, il faut être intéressé par les métiers de la nature car c'est une formation qui est très dure mais qui a des débouchés. Et il y a beaucoup de possibilités dans ce lycée
Et ce serait nul de ne pas les saisir car il y a les BTS, on fait maintenant les licences, on a la filière professionnelle dont je suis membre. Nous avons aussi la GT1, nous avons beaucoup de trucs à offrir, mais ce serait de les faire venir à nous. Et on rappelle que demain, c'est une foire culinaire, agricole et artisanale qu'il propose au public. Vous êtes attendus donc toute la journée pour de multiples activités, défilés de mode, concours de bœufs tyrans et bien d'autres. On en a parlé hier, l'aéroport Guadeloupe Paul Caraïbe a accueilli en 2015 plus de 2 millions de passagers. C'est 3% de plus qu'en 2014 et c'est la troisième année consécutive que l'aérogare dépasse les 2 millions de passagers. Une performance qui devrait être surpassée en 2016. Guadeloupe Paul Caraïbe prévoit un investissement de 85 millions d'euros pour l'amélioration de ses services et la compagnie norvégienne a annoncé qu'elle conduirait ses vols entre les États-Unis et Pointe-à-Pitre dès le 11 novembre 2016. De belles perspectives donc de développement qui tombent à pic puisque l'aérogare Guadeloupe Paul Caraïbe fête cette année ses 20 ans. Nous étions présents hier aux Abîmes lors de leur conférence de presse. Tout de suite, reportage avec Charlie Dagonia. 20 ans, c'est toute la route qu'il nous a fallu suivre pour passer des installations du RESE à Guadeloupe-Paul-Caraïbe aujourd'hui, où il y a 2 aérogares, donc le terminal T1 et le terminal régional. Donc ça a été une très belle aventure et c'est pour ça que dans le cadre de l'année de commémoration des 20 ans, nous avons décidé d'organiser une exposition au premier niveau de l'aérogare passager. Et nous invitons toute la Guadeloupe pendant toute l'année jusqu'au 31 décembre à venir partager avec nous ses souvenirs d'aéroport et partager avec nous cette longue aventure qui a été depuis les premières décisions, notamment celle de Georges Marianne, donc de décider cette opération donc de basculement au nord, et jusqu'à nos dernières opérations, c'est-à-dire en particulier la mise en service du terminal régional. Alors le premier bilan, on peut le tirer effectivement. Il faut savoir qu'en ce moment même à New York, la compagnie norvégienne annonce ses intentions pour la saison prochaine. Et la première chose, le premier bilan, c'est que ça a été un succès. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que ça a été un succès au-delà de leurs attentes, au-delà des attentes de la compagnie norvégienne. Alors, bien évidemment, il y a des conséquences. La première conséquence, c'est déjà pour cette année, déjà pour au mois d'avril, dans un mois et quelques jours. Au lieu de s'arrêter le 31 mars, les vols sur New York, juste sur New York, vont être prolongés jusqu'au 1er mai. Jusqu'au 1er mai 2016. Alors ça, il faut dire que nous avions 3 vols sur New York. Et là, nous aurons un 4e vol, nous aurons 4 vols par semaine durant tout le mois d'avril, de Pointe-à-Pitre à New York. Au cours de la conférence de presse, nos résultats 2015 qui sont bons, puisque l'aéroport a enregistré une croissance du trafic de plus 3%. Nous sommes toujours bimillionnaires, on est de nouveau donc au-delà de ce niveau de trafic. Et l'élément important, c'est que ça fait la 3e année de suite où nous sommes au-delà de 2 millions de passagers. Et c'est la première fois dans toute l'histoire de Guadeloupe-Caraïbe qu'on reste 3 années de suite au-delà de 2 millions de passagers. Donc là aussi, ce sont des signes intéressants. L'autre élément qui est important, c'est que nous avons fait 3% en moyenne sur l'année, mais depuis décembre, il y a une très grosse dynamique qui est en place, puisqu'on a fait presque une croissance à 2 chiffres au mois de décembre. Au mois de janvier, cette dynamique se poursuit. Au mois de février, elle se poursuit. Grâce effectivement à une offre très importante qui a été mise en place par les compagnies long courriers sous la destination Guadeloupe, mais aussi l'effet de la compagnie norvégienne. Donc non seulement nous avons des résultats qui sont honorables avec cette croissance de plus de 3%, mais nous avons aussi une dynamique très forte qui a commencé en fin d'année et nous espérons qu'elle va se continuer tout au long de l'année 2016, ce qui laisse augurer aussi de très bons résultats en 2016. C'est sur la prochaine saison. Alors les vols, comme vous l'avez dit, ont commencé au mois de décembre 2015 et la prochaine saison, la saison va être avancée. Donc les prochains vols vont commencer dès le mois de novembre. Dès le 11 novembre, vous pourrez accéder, ils sont en vente dès aujourd'hui d'ailleurs, dès le 11 novembre, les trois routes, les 3 lignes, que ce soit New York, que ce soit Boston, que ce soit Washington, vont ouvrir au départ de Pointe-à-Pitre. Et on rappelle, Dany, que vous étiez également présent donc, lors de la conférence de presse aussi. Et surtout hier soir, lors de l'inauguration de l'exposition de photos du 20e anniversaire de cet aérogare. Il y a des photos qui dataient et que vous méritez de voir d'ailleurs, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on voit l'aérogare d'aujourd'hui, ce que ça pouvait être avant. C'était un grand chantier, mais surtout, il y avait un endroit où on trouvait encore des animaux attachés, de l'herbe, enfin bref, c'était la Guadeloupe d'il y a 20 ans et les choses vont très
très très vite puisque 20 ans après cet aérogare reçoit 2 millions de personnes et visiblement ce sera dans quelques années le double. Et d'ailleurs, nous recevrons lundi dans le ZCL le directeur de cet aérogare qu'on a vu tout à l'heure, M. Bièvre. Nous aurons l'occasion avec Jessie de le cuisiner, savoir un peu ce qui se prépare pour cet aérogare dans les 20 ans à venir. Voilà. On va tout de suite recevoir, comme prévu, notre invité, notre première invitée de la journée. Il s'agit de Madame Lucie Major, qui est la présidente de l'association qui organise chaque année le FEMI. Alors, Madame Major, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Canal 10. Merci d'être venu avec nous à la veille de la clôture. Alors, c'est peut-être déjà l'heure du bilan. Globalement, comment ça s'est passé ce 22e FEMI? Donc, c'est aujourd'hui la clôture, ce soir. À partir de 20h. Oui. D'accord. Donc, globalement, nous pouvons dire dans l'ensemble que ça a été une très belle édition. Il y a eu beaucoup de films, de beaux films. Combien de films un FEMI en général? Le FEMI, cette année, c'est 60 films. C'est quand même beaucoup. D'accord. Oui, ça fait beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que nous avions un clin d'œil sur la Chine. Oui. Et nous avons reçu plus de 10 films chinois. D'accord. Il y a aussi la compétition, et dans la compétition, nous avions eu à sélectionner beaucoup de films, et nous avons retenu quand même 33. Donc il fallait passer ces films-là. Et ensuite, les films des invités. Il faut savoir que nous avons eu cette année 50 invités internationaux, national et international, et ces 50 invités, chacun, la plupart avaient leur film. Voilà. Madame Major, vous parlez un petit peu chinois maintenant? J'aurais bien aimé apprendre à parler le chinois, mais c'est pas pour demain la veille. C'est pas pour demain la veille. Question de Mais justement, pourquoi avoir choisi la Chine? Est-ce qu'il y a une collaboration prévue avec la Chine et la Guadeloupe? Nous avons choisi la Chine. Pourquoi? Parce que, premièrement, la première chose, c'est que le FEMI, dès sa création, fait un regard sur les ethnies qui composent le pays. Nous avions fait l'Inde, nous avions fait l'Afrique. On a fait l'Afrique au départ, l'Inde et le Liban. Donc, cette année, nous avons constaté que la population chinoise est en train de grossir ici. Et en plus, la Chine fêtait son 150e anniversaire de cinéma. Donc, à Cannes, nos camarades, nos amis qui sont allés à Cannes ont vu de beaux films chinois et nous avons dit, bon, pourquoi pas faire un clin d'œil sur la Chine. Donc la Chine, c'est le thème qui a été retenu, mais il faut savoir qu'à l'intérieur du festival, il y a d'autres thématiques. Nous avons toute la Caraïbe qui est représentée. D'accord, très bien. Et de manière générale, comment vous avez trouvé la participation des Guadeloupéens au FEMI cette année? Et même des Chinois aussi, qui sont en Guadeloupe. La participation des Guadeloupéens était formidable. Il y a eu beaucoup de Guadeloupéens et on a beaucoup de retombées positives par les personnes qui sont venues visiter, voir les films. Toutes les salles ont eu une progression des visiteurs, des participants à ce festival. Donc, c'est le vœu que nous faisons. D'ailleurs, nous les encourageons à continuer à venir nous encourager et à plébisciter ou à regarder les films que nous proposons, parce que nous proposons généralement des films de bon choix. On ne propose pas n'importe quoi et les gens étaient satisfaits. Justement, il n'y a pas eu de karaté ni de film de Shaolin, comme on disait avant. Pourquoi? C'était pas le but. Le festival, c'est d'abord des films d'art et d'essai. D'accord. Donc, vous avez vu en avant-première, on a eu Le Promeneur d'oiseaux. Tout à fait. Donc, voilà. Hein. Alors, un festival comme le FEMI, vous le préparez sur pratiquement une année. Ça veut dire qu'à partir de ce soir, vous pensez déjà au prochain? Oui, un festival comme le FEMI se prépare sur une année. Mais il y a eu, paradoxalement, cette année, le temps de préparation a été plus court. Oui. Donc, je sors d'une réunion avec l'équipe du FEMI, parce que le FEMI, c'est une équipe. Alors, il y a bien sûr le conseil d'administration d'ICM qui organise le FEMI, mais il y a toute une équipe autour de nous. Donc, avec l'équipe, nous venons de choisir la date du prochain FEMI. Ce sera du 27 janvier au 27 au 6 février. 27 janvier au 3 février. Et la thématique? Bien, la thématique, ils sont en train de réfléchir dessus. C'est encore un secret? Non, on n'a pas défini. L'équipe a proposé la date et ils vont proposer la thématique. Alors, vous savez que de manière que le FEMI, c'est pratiquement
dans notre région le seul grand festival international. Alors quand vous allez à Cannes ou dans les festivals d'autres pays, comment vous êtes accueillis par rapport au FEMI? Quelles sont les demandes? Est-ce que vous avez des acteurs, des metteurs en scène qui font un petit coup au FEMI, ou comment ça se passe? Oui, alors la plupart de nos invités, nous les rencontrons à Cannes. Et c'est à Cannes que cela se décide. On leur dit, bon, nous avons notre film à telle date, est-ce qu'ils sont disponibles? Et ils viennent dessus. Donc, ça veut dire qu'on est très bien accueillis à Cannes. On est aussi en partenariat avec les festivals de la Caraïbe, Trinidad. Saint-Domingue, voilà. Et nous sommes... Vous faites des échanges? Oui, on fait des échanges parce que cette année, au mois de septembre, nous avons envoyé 6 élèves du BTS audiovisuel de Pointe-Noire qui ont tourné un film sur l'ouverture et la clôture du festival de Trinidad. Et ce court-métrage qu'ils ont fait, ils l'ont projeté à l'ouverture du marché du film. Alors, comment est-ce que, en tant que président du FEMI, pouvez nous dire un peu comment se porte le cinéma, j'ai envie de dire antillo-guyanais, je ne dirais pas seulement guadeloupéen, mais antillo-guyanais d'une manière générale? Alors, le cinéma antillo-guyanais et le cinéma guadeloupéen en particulier se portent de mieux en mieux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de réalisateurs, beaucoup de alors, il manque des producteurs, c'est vrai, mais on a beaucoup de réalisateurs. On a aussi des acteurs. On a aussi des acteurs qui sont là et qui méritent d'être connus. Et c'est le but. C'est notre but, de faire connaître ces gens-là à l'international. Donc cette année, nous avons fait venir des producteurs qui ont rencontré certaines personnes, certains réalisateurs, et nous pensons que le chemin se fera et que les films guadeloupéens vont être projetés à l'extérieur. Il y a un potentiel réel, c'est vrai, de jeunes cinéastes guadeloupéens, et donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, le cinéma guadeloupéen va prendre son élan, va prendre son balance, pour parler comme on dit ici. Tout à fait. Nous faisons le vœu qu'il y ait un très grand cinéma guadeloupéen. Parce que nous avons la matière, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons les lieux de tournage, et nous avons aussi du matériel. On a aussi des gens qui ont du matériel audiovisuel ici, qui peuvent faire des films. Donc maintenant, il appartient à nos réalisateurs, nos cinéastes guadeloupéens, à se mettre au travail et à essayer de nous produire de bons longs métrages. Il ne s'agit pas de produire des longs métrages, mais je dis de bons longs métrages. Alors bien sûr, le palmarès n'est pas encore sorti, ce sera dans la soirée, c'est ça? Tout à fait, je ne peux pas vous donner le privilège puisque je ne l'ai pas. Donc le président du jury, monsieur Dominique Moussard, c'est lui qui est le président du jury, je l'ai vu se réunir tout à l'heure, donc je pense que le palmarès sera connu en début de soirée. Début de soirée, et comme chaque année, je vais primer un film. Alors, donc, ce que je voulais dire, bon, alors, vous savez qu'il y a eu quelques petits soucis le jour de l'ouverture, soucis techniques. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a quelques... je ne vais pas jeter la pierre à quelconque d'autre. Il ne faut pas jeter la pierre. Vous savez, il n'y a pas de festival, il n'y a pas de manifestation qui se fait sans qu'il y ait un petit couac quelconque. Donc tout était prévu, tout avait été organisé, mais nous ne sommes pas, nous ne sommes pas les techniciens en fait dans quelque chose. Donc il y a eu un problème d'électricité qui s'est produit, et voilà, c'est pour ça qu'il y a eu ce couac-là. Mais en fait... Mais la soirée a été une belle soirée. Oui, n'est-ce pas, Jessie? Oui, une très belle soirée. Oui. Mais du coup, est-ce que l'année prochaine, vous serez quand même au Ciné-Théâtre du Lamentin? Vous prévoyez un partenariat avec le Rex? Alors, pour l'instant, nous avons jeté nos bases au Ciné-Théâtre du Lamentin. Ça fait 20 ans. Nous avons un bon... Oui, ça fait 20 ans, mais nous avons eu à nous déplacer pour aller à la région quand l'espace régional se prêtait à ça. Nous avons un partenariat avec la mairie du Lamentin, qui est sur quand même quelques années, et je pense que nous allons rester au Ciné-Théâtre pendant un certain temps encore, ne serait-ce que pour les soirées d'ouverture et les soirées de clôture. Mais il faut savoir que dans toute la Guadeloupe, on parle du film, mais nous avons eu 12 villes partenaires dans lesquelles les gens ont pu apprécier et admirer les films du FEMI. Et là, on a aussi beaucoup de retours, parce que les salles ont été pratiquement pleines à chaque fois. Mais le maire de Lamentin, je l'ai entendu solliciter de l'aide pour pouvoir réparer sa salle. Je vous dire, il faudrait mettre la salle au niveau du FEMI. Je pense que l'année prochaine, ça sera fait, puisque le maire a noté et il sait qu'il faut que ça soit au top pour l'année prochaine. D'accord. Bon,
Est-ce que pour l'année prochaine, vous prévoyez une présence plus importante sur le web, justement, puisqu'il y a plusieurs plateformes déjà qui proposent des films, des longs métrages, courts métrages déjà diffusés sur le web? Oui, nous avons embauché quelqu'un qui doit s'occuper de ça, et je pense que ça va monter en crescendo au fur et à mesure. Sous le marché du film, parce que ça intéresse les télévisions, ça intéresse un petit peu l'environnement, est-ce que ce marché du film aujourd'hui commence à être florissant? Donc le marché du film florissant peut-être, mais nous sommes en train de mettre en place des choses. Oui. Nous proposons un marché de projets dans un premier temps, oui, pour déboucher sur un marché de films, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas suffisamment de films des Guadeloupéens et de la Caraïbe. Donc avec les ateliers qui ont eu lieu pour la préparation de films de web-séries, un certain nombre de choses, je pense que ça va se développer. Ça va se développer. Mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, Madame Major, merci d'être venue. On regrette de n'avoir pas reçu l'autre Major. Je ne sais pas pourquoi, elle est réalisatrice. D'ailleurs, l'autre Major, elle est réalisatrice. Oui, tout à fait. Elle est productrice aussi, je crois. Elle est productrice, elle est réalisatrice, mais elle travaille ici avec un réalisateur. Ils ont une société en Guadeloupe qui a produit déjà des courts-métrages. Donc, je n'ai pas son emploi de temps, donc je ne sais pas pourquoi elle n'était pas là. Je n'ai pas non plus. Et avant de partir, je voulais quand même saluer l'ensemble des partenaires qui nous aident sur ce festival-là. Oui. Et nous avons, contrairement à ce que les gens peuvent penser, nous avons des partenaires de plus de 20 ans. Nous pouvons citer Auto Guadeloupe et Coca-Cola avec, comment il s'appelle, qui nous suit depuis le début du festival. Et nous ne sommes jamais lâchés. Et la région aussi. La région, oui, la région. Oui. Mais je parle de partenaire privé, pas de partenaire institutionnel. La région, c'est un partenaire institutionnel. C'est grâce à cette région que le festival est arrivé à ce niveau-là. Parce que, M. Zandonis, permettez-moi de vous dire, vous vous rappelez les frémissements du FEMI. C'était le frémissement, c'était pas encore le FEMI, c'était le frémi. C'était tout à fait. Oui. Donc, vous avez suivi les péripéties, vous avez vu j'ai vu l'évolution. On a monté et vous avez vu à quel moment la région est intervenue. Une fois que la région est intervenue, ça a explosé. C'est bien. En tout cas, on vous souhaite un bon 23e FEMI. L'année prochaine, on aura plaisir à vous recevoir. Je vous rappelle qu'on a reçu quand même des gens du FEMI pratiquement tous les jours ici. Nous le savons. Et ce n'est pas seulement cette année. Chaque année, nous accompagnons régulièrement le FEMI parce que nous pensons que c'est un festival qui mérite quand même un peu plus de médiatisation. Et donc, on a fait le travail nous aussi. On vous remercie d'être venu et puis bon FEMI et puis bonne soirée ce soir. Merci. Et puis on attend le résultat. On va le programmer lundi dans notre journal. D'accord. Merci à Canal 10. Et j'espère vous voir ce soir à la salle de culture. Il n'y a pas de problème, on sera là pour manger les petits fours chinois. Voilà. Il est 13h, c'est l'heure de la pub et on se retrouve tout à l'heure avec Jessie pour continuer le journal. Merci. Il est 13h05. On poursuit avec le développement de l'actualité. Les entreprises doivent plus que jamais devenir des éco-responsables pour le devenir de l'environnement. Pour ce faire, elles doivent respecter un certain nombre de réglementations et obligations environnementales. Des obligations mal connues de ces entreprises ou pas toujours simples à mettre en place. C'est la difficulté rencontrée notamment par les artisans de la réparation automobile présents en Guadeloupe. La Chambre de métiers de l'artisanat de la région Guadeloupe a donc mis en place un accompagnement spécifique pour les entreprises qui souhaitent intégrer une démarche environnementale. Hier, au lycée Paul Lacavé de Capesterre-Belle-Eau, elle organisait donc un séminaire sur les déchets de la réparation automobile, un séminaire leur permettant de mieux comprendre la législation applicable aux entreprises productrices de déchets et surtout mieux connaître les aides qu'ils peuvent bénéficier pour se mettre aux normes. Reportage tout de suite avec Charlie Dagonia. Ce lycée a eu une médaille d'or au niveau de l'environnement. Je crois que c'est très important de le savoir. Donc il y a eu un partenariat créé avec la Chambre de métiers. Et ce partenariat maintenant, c'est de permettre aux professionnels de l'automobile de voir que les jeunes qui sont chez eux et les jeunes qui peut-être seront dans le secteur de la réparation automobile ont eu une formation non seulement sur la technicité, mais aussi une formation sur l'environnement. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir regroupé dans cette salle
l'ensemble des partenaires de ce grand événement. Ces artisans ont une obligation au regard du Code de l'environnement de se conformer à une législation en matière de traitement, de collecte et de recyclage de ces déchets. Malheureusement, nous constatons que nos entreprises ne sont pas suffisamment informées de cette réglementation, premièrement. Deuxièmement, ils ne sont pas suffisamment informés des opérateurs qui peuvent les accompagner dans leur démarche de progrès et d'insertion d'une politique environnementale et surtout ils ne sont pas informés des aides dont ils peuvent bénéficier pour mettre en place ce type d'action. Écoutez, il est important de pouvoir effectivement savoir qu'au jour d'aujourd'hui en Guadeloupe il existe quelques problématiques sur le recyclage des véhicules hors d'usage. Vous savez très bien que les véhicules hors d'usage sont des véhicules, des déchets dangereux. Donc nous, en tant que société AER Ecodec, nous sommes en fait prestataires de traitement justement pour pouvoir traiter les véhicules qui sont collectés sur la voirie, à l'intérieur des habitations, etc. pour que nous puissions effectivement faire en sorte que la Guadeloupe soit beaucoup plus propre. Aujourd'hui, il est primordial de pouvoir organiser les déchets qui sont produits. Et nous savons que dans un garage mécanique, il y a les huiles usées, il y a les batteries, il y a les pots d'échappement et ça demande une gestion. Et aujourd'hui, le rôle de la Chambre de métier, c'est véritablement d'accompagner les artisans à pouvoir maîtriser ces déchets pour qu'on ait des garages propres. Et je vois avec énormément de plaisir aujourd'hui que nos artisans adhèrent à ce séminaire, adhèrent à ces informations et aussi aux conseils qui sont prodigués par la Chambre, que ce soit au niveau de leur organisation, mais aussi pour les accompagner de manière financière par les différents partenaires qui existent, donc en les accompagnant pour monter des dossiers et tout ça. Notablement entouré de partenaires, de décideurs, et là on va voir dans quelle mesure qu'on arrive à avoir des coûts moins importants pour faire évacuer les déchets. Le bien, c'est vrai, dans notre démarche, ce serait de faire, pour réduire le coût, de faire payer le client l'évacuation des déchets qu'on enlève dans leur véhicule, mais ces déchets-là, en les donnant leurs déchets en ce moment, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec, mais les garder et les faire payer, ce serait la bonne démarche à entreprendre. Il est 13h10, Danick, donc on reçoit deux invités aujourd'hui. Oui, nous avons prévu de parler une fois de plus du prix Carbet des lycéens. Nous avions déjà reçu un des professeurs qui a l'instigation de ce prix Carbet des lycéens. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux jeunes jurys, Brittany, bonjour. Bonjour. Et Canel. Bonjour. Bonjour. Alors, elles ont chacune devant elles un petit tas de livres. Alors, vous avez présenté les ouvrages qui sont en compétition cette année, très rapidement. Donc, Le bout du monde est une fenêtre, d'Émilie Prophète, ainsi que L'ancêtre en solitude de Simone et André Schwarzbart, Les réputations de Juan Gabriel Vasquez et Canel. Ici, nous avons Des vies cassées de Hubert Nigel Thomas. Le survivant de Clétine Mars. Oui. Et Les illusions du sang de Georges Lénaud. D'accord. Alors, donc 6 ouvrages qui sont en compétition et qui sont lus par des élèves du lycée Coueffin, dont vous venez. Oui. Oui, j'imagine que vos camarades doivent vous regarder et votre fond de club vous regarde aussi. Et aussi des élèves du lycée de Charles, des droits de l'homme, c'est bien ça, et aussi des lycées de la Martinique et de la Guyane, je crois. Oui, c'est ça. Donc, alors c'est une manifestation vraiment intercaraïbe. Pourquoi êtes-vous membre du jury au départ? Notre prof de français nous avait proposé d'y participer et nous avons décidé d'accepter. Oui. Et, sans pression, je veux dire tout à fait librement. Oui, librement, sans aucune pression. Oui. Alors, comment ça se passe quand on est jury d'un prix littéraire qui est important finalement? Donc nous devons lire 6 livres sur une période d'environ 3 mois. Ouais. Et on nous conseille en général. Ça fait 2 livres par mois à peu près?
À peu près, oui. Notre contrat de lecture devait se terminer le 15, c'est terminé le 15 février. Donc vous avez tout lu? Oui. Oui, alors je ne veux pas vous demander, Jessie ne peut pas vous demander lequel vous avez préféré, mais on remarque que ce sont des ouvrages tous plus ou moins de la littérature antillaise ou caribéenne. Oui, essentiellement. Peut-être votre appréciation générale, du coup, sans nous donner votre préférence. Donc, je dirais plutôt que ce sont des livres qui sont dans l'ensemble tous intéressants et qui peuvent tous nous apporter quelque chose, une morale qui pourrait nous permettre qui nous apprennent des choses que l'on ne savait pas auparavant. Ce sont des livres assez que je conseille à tout le monde de lire. Oui, ils présentent la Caraïbe de diverses manières. Donc, par exemple, dans Les Illusions du sang, on sera plutôt dans les années 50. Après, il y aura des livres qui traiteront de sujets plus actuels, comme Les Vies cassées avec les immigrants. Et ce sont des livres qui, comme Nathaniel l'a dit, sont très intéressants et cela nous permet d'avoir une culture littéraire un peu plus ouverte parce que nous découvrons des nouveaux types de personnages, des auteurs que nous ne connaissions pas avant. Et vous n'aviez jamais entendu parler d'aucun de ces auteurs, même pas de Simone Schwarzbach? Non plus. Qui est pourtant guadeloupéenne, qui habite à Goyave, enfin bon, il faut le savoir. Sinon, alors, par rapport à vos copains et vos copines autres élèves, le fait que vous soyez jury, ça vous donne un petit plus sur le Facebook, dans la cour, on vous regarde, ouais, elles sont jury, comment ça se passe? Oh, non, pas vraiment, mais ils vont nous encourager. Donc, ils sont fiers de nous. On vous encourage. C'était des livres qui étaient faciles à lire. Je veux dire, est-ce que c'était adapté aux jeunes? Oui, bien sûr. Moi, j'ai trouvé que la lecture était très fluide. Comparé à certains livres de la littérature française, c'était facile à lire, ça allait tout doucement. Et alors que des fois, lorsqu'on lit des livres de la littérature française, cela va prendre plus de temps à comprendre par rapport à la syntaxe, etc. D'accord. Alors, on dit souvent, c'est peut-être faux, vous allez me dire, que les jeunes de votre âge, lycéens, de la seconde à la terminale, passent plus de temps sur le net, sur le Facebook, dans la littérature. Alors, c'est vrai ou c'est faux, finalement? Oui, on peut dire que c'est vrai quand même. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, quand même, en partie. Mais il ne faut pas vraiment généraliser. Il y a certaines personnes qui aiment lire et d'autres... c'est votre cas? Oui, c'est le cas. C'est notre cas. Ouais. C'est pour ça que vous étiez volontaire, c'est que vous avez l'habitude de lire. Oui. C'est ça. C'est pas parce que vous êtes membre du jury que vous avez été obligé à la lecture. Vous prenez du plaisir à la lecture. Oui, c'est ça. Et peut-être même à l'écriture un jour. Et donc c'est toute votre classe de seconde qui a dû lire en fait les 6 livres. Oui. Et tout le monde dans la classe aime lire, ou pour certains c'était plus dur? Pour certains c'était plus dur parce qu'ils sont habitués à... Par exemple, quand on regarde un film, on aura la réponse à... Dans 1h30. Comment? Dans 1h30. En 1h30. Oui. Alors que quand on livre un livre, pour les personnes qui lisent un peu plus lentement, ça prend plus de temps. Et comme ils sont habitués à tout avoir tout de suite. Oui, tout de suite, c'est un peu différent pour eux. Alors, la question là, c'est la question des jurés que vous êtes. Comment vous allez défendre le bouquin que vous aimez? Parce que la réunion se fait quand, la réunion de tous les jurés? Lundi. Lundi? Vous êtes combien au total? Je ne sais pas. Vous savez pas? Il y a Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça fait un bon petit paquet. Et vous avez préparé votre argumentation pour défendre le bouquin que vous souhaitez mettre en avant? On est en train de la préparer. Oui. Donc, on va parler des moments que nous avons préférés et des styles d'écriture aussi qui sont mis en avant dans ces différents livres. Et nous allons débattre du mieux possible pour pouvoir obtenir un résultat qui nous est... Qui est proche de ce que vous souhaitez. Oui. Il y a un critère qui est plus important qu'un autre dans la sélection du lauréat? Je
Je dirais que c'est l'originalité. L'originalité. Et aussi du point de vue qu'on défend. D'accord. L'histoire, en fait. Il faut que l'histoire soit originale. D'accord. Oui, normalement dans le jury, il y a un certain nombre de critères qui font qu'on choisit quoi? Le style? Oui, l'histoire? L'originalité? Quel autre critère qu'il y a encore? Le vocabulaire, non? Pas le vocabulaire, non? Non. La façon dont, par exemple, si on participe au concours de critique, il y a un concours de critique dans le prix Carbet. Oui. Dans ce concours, la façon dont on rédige sa critique, ça compte beaucoup pour le jury. Alors, il faut que l'écriture soit belle, il faut qu'elle soit compréhensible et un peu artistique. D'accord. Et les rapports avec le professeur de français qui vous a initié dans le jury, comment elle vous incite comme ça? Alors tu as fini ton bouquin, Brittany, etc. Comment ça s'est passé pendant tous ces 3 mois? Donc elle va nous donner des conseils pour les différents événements. Elle va nous encourager à lire des livres dans le temps imparti. Elle va nous demander de temps en temps à quel niveau on est. Et on peut des fois en parler et donner notre avis sur le livre qu'on lit. D'accord. Elle a profité pour vous donner des exercices sur les livres à étudier, non? Non, même pas. C'était à nous de nous débrouiller, on devait être autonome en fait. Elle ne devait pas venir nous booster, il fallait que ce soit nous qui nous occupions de ce problème-là. Alors, une fois que vous avez lu ces 6 bouquins, est-ce que l'habitude sera prise de lire? Parce que 6 bouquins en 3 mois, bon, ça veut dire qu'en dehors des heures de cours, vous avez des heures de lecture et moins de télévision, moins de jeux vidéo. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça vous a privé un petit peu d'autres loisirs? Oui, pas mais aussi pendant le temps libre, quand on a du temps libre. Oui, il y a eu les vacances de Noël. Vous avez ça avant les vacances de Noël? Oui. Donc vous avez profité quand même. Mais vous continuez à lire après? Oui, je pense. Oui. Bon. Écoutez, on est bien content de vous avoir reçu. On aimerait bien que beaucoup de jeunes comme vous soient passionnés par le livre et passionnés par la lecture. Et donc, c'est d'ailleurs le but de ce prix Carbet des lycéens. Et donc, si la possibilité nous est offerte, on sera content de recevoir l'auteur, parce que l'auteur qui gagne, il reçoit son prix en direct le jour de la nomination. Comment ça va se passer? On a déjà une phase de délibération, donc le lundi 29, et il recevra son prix par la personne qui aura le mieux débattu le 9 mars. Mais l'auteur viendra recevoir le prix en personne? Ben, écoutez, on serait content de le recevoir, ou l'auteur, c'est auteur avec heure ou sans heure, recevoir ici dans le ZCL. Et puis, on vous remercie d'être venu. Merci. Et continuez à lire, c'est une bonne chose. Et à regarder la télévision aussi, quelquefois. Voilà. On continue, Jessie, il est 13h20. Dans quelques instants, on aura notre chronique Manger Pays, mais pour l'instant, on continue à dérouler le journal. Et Danick, on continue donc du côté du Code de l'entreprise. Le jeudi 18 février, le premier Code de l'entreprise en Outre-mer a été déposé au Sénat. La ministre de l'Outre-mer, donc Georges Paul-Angevin. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce code va regrouper les principales dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises et à la vie économique en Outre-mer. Le contexte économique de la France étant très différent de celui des régions ultramarines, il manquait aux chefs d'entreprise présents dans les Outre-mer un inventaire complet et classé de l'ensemble des textes juridiques qui régissent l'économie de nos régions. Je vous propose de voir tout de suite le reportage de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. C'était en effet, ça devenait indispensable puisque depuis 70 ans, grosso modo, tous les gouvernements successifs ont fabriqué du droit spécifique à l'outre-mer, à notre demande d'ailleurs, aux uns et aux autres, mais il en résultait un empilement de dispositions qui étaient peu lisibles parfois pour les acteurs eux-mêmes, mais aussi surtout peu lisibles pour les candidats qui se proposaient de venir outre-mer. Et donc il était temps de réunir et d'inventorier toutes ces dispositions particulières
finalement au droit économique de l'outre-mer, et de les rendre visibles, lisibles et consultables sous forme d'un code qui permet de naviguer par thème à l'intérieur du droit spécifique économique de l'outre-mer. Oui, en tout cas, ils sont très nombreux, puisqu'on l'a vu, ils sont éclatés sur une vingtaine de codes, parce qu'on pense souvent au code du travail, et on a raison, et au code, par exemple, au code général des impôts, mais il y a aussi beaucoup d'autres codes. La famille, mais également peut-être le foncier, par exemple, on peut penser aussi au droit des forêts, on peut penser aux droits ruraux, etc., etc. Donc il y a beaucoup de dispositions qui sont en filigrane, en toile de fond, au détour d'un article, et qu'il convenait finalement d'identifier clairement pour qu'on sache quelles sont les règles du jeu dans lesquelles se meuvent les entreprises. Très important. Vous savez que ça a souvent manqué. Nous avons entendu très souvent les responsables économiques reprocher de n'avoir pas justement la possibilité de retrouver ainsi tous ces textes qui régissent notre économie. Donc c'était important que ce code de l'entreprise voit le jour. C'est un travail important que mon collègue de la Martinique avait eu délégation d'entreprendre de la part de la CESIOM, avant même d'être président de la CESIOM, parce que ça a été un très long travail. Et je crois que Manuel a été fervent batailleur dans ce domaine, et il a réussi cet exploit, quels que soient les ministres présents, à pouvoir obtenir les financements qu'il fallait et arriver aujourd'hui à ce grand jour. Oui, je crois que ce sera un instrument important pour les entreprises, mais même utile pour les autres personnes qui cherchent à se renseigner sur les règles applicables dans les Outre-mer. Comme vous l'avez remarqué, nous avons un certain nombre de territoires qui sont régis par le principe de la spécialité, c'est l'article 74, d'autres de l'identité législative, article 73, mais en même temps, à partir de l'article 73, on peut quand même adapter les règles applicables. Et nous savons que nos élus des Outre-mer, qu'ils soient députés ou sénateurs, à chaque fois, à partir d'un texte applicable à tout le monde, essayent de faire en sorte qu'on précise ou on adapte les règles pour les réalités des Outre-mer. Donc c'est à chaque fois ce texte qui passe, mais après c'est éparpillé dans beaucoup de lois. Donc l'idée de les rassembler dans un code qui rassemble toutes les réglementations qui sont applicables aux Outre-mer me semble une excellente idée. Il est 13h24, on se retrouve juste après la pub pour notre chronique Manger Pays. Retour dans le ZCL sur le plateau, et comme chaque vendredi, on reçoit donc docteur Sylvie Crane. Bonjour. Bonjour. Pour le Manger Pays, pour être au top. Vous avez entendu, Jessie? Manger Pays pour être au top. Mais bon. Je mange local. Tu manges local. Bon, non, mais manger pays, c'est pas pareil que manger local. Bien, alors, aujourd'hui, on va parler du gombo. Alors, le gombo, c'est un petit fruit qu'on connaît. C'est un légume ou un fruit finalement? C'est un légume. C'est un légume, il est consommé comme un légume. Comme un légume? Oui. D'accord. Alors, quelles sont les particularités de ce gombo qu'on connaît ici? Donc, le gombo a pour nom scientifique Hibiscus esculentus. Waouh. Et appartient donc à la famille des malvacées. D'accord. Donc le gombo est en général consommé comme un légume. Et donc il contient beaucoup d'antioxydants, de vitamines et de minéraux. Et donc il contient aussi beaucoup de fibres, de fibres alimentaires solubles qui sont réputées utiles pour capter justement les mauvaises graisses, dont le cholestérol. Donc ce sont des fibres qui sont dites solubles et qui permettent justement au niveau de l'organisme de diminuer l'assimilation des graisses et des sucres. Alors, quand on dit antioxydants, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un antioxydant? Les antioxydants sont utiles pour piéger les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont générées par le vieillissement, par le climat, les UV, et qui justement dénaturent un peu les molécules. Donc les antioxydants permettent justement de piéger ces radicaux libres qui sont néfastes pour la santé. Et donc justement dans le gombo, on trouve plusieurs antioxydants tels que la lutéine, tels que le zéaxanthine, d'accord, et la quercétine. Et même le bêta-carotène, qui est proche de
de la carotte en fait finalement. La bêta-carotène, oui, ce sont des antioxydants que l'on retrouve dans pas mal de légumes et dans pas mal de fruits. Oui. On trouve aussi la quercétine, qui est aussi un antioxydant, qui est présent en quantité intéressante, à raison de 11 mg environ pour 100 grammes, d'accord, dans le gombo. Et à titre de comparaison par rapport à l'oignon, par exemple, qui est réputé comme étant une source importante de quercétine, l'oignon contient entre 13 et 20 mg, on se rend compte que finalement le gombo est une bonne source de quercétine qui est un antioxydant. Donc, première remarque, consommer davantage de gombo. Tout à fait, consommer davantage de gombo pour plusieurs raisons. Pour les vitamines, les minéraux, les antioxydants, et aussi pour les fibres. Les fibres, si on cherche aussi à contrôler son poids. Oui. Alors, justement, ces fibres, quel est leur rôle dans notre organisme humain? Alors, les fibres, on a des fibres solubles et des fibres insolubles. Le gombo est plutôt riche en fibres solubles. D'accord? Parmi les fibres solubles, il existe les pectines, les gommes et les mucilages. Donc, dans le gombo, on retrouve plutôt les mucilages. D'accord? C'est la matière visqueuse que l'on retrouve un peu dans le gombo, que certains aiment et d'autres moins. Et donc, ce sont des fibres. Ce sont des fibres qui sont intéressantes pour le transit intestinal et qui permettent de piéger les graisses, d'accord, dans le cas du cholestérol par exemple, et dans le cas des sucres, les fibres solubles permettent justement de piéger, de diminuer la montée de la glycémie et donc de piéger le sucre excédentaire. Donc c'est bon pour les graisses, pour les maladies cardiovasculaires, et c'est bon pour les sucres pour limiter la glycémie dans le cas du diabète. J'ai envie de dire que le gombo c'est une sorte de contrepoids. Sans faire de jeu de mots, mais c'est un contrepoids au sucre qu'on ingère et qui permet justement de rééquilibrer un petit peu le diabète, c'est ça? Tout à fait. Dans le cas de l'absorption des sucres, la présence de la substance un peu visqueuse permet justement de piéger ce sucre-là et de limiter l'absorption des sucres, ce qui évite que la glycémie n'augmente trop. Exemple de cas du diabète, et donc permet de réguler donc la glycémie. Alors oui, docteur, il faut peut-être dire ça davantage aux Guadeloupéens que le gombo comporte toutes ces particularités et qu'il faut effectivement le consommer. Alors, je ne vais pas demander de recette, mais qui j'aime à manger gombo là? Donc le gombo peut être consommé cru ou bien cuit. Oui, effectivement cru. On a pas mal de crame. Oui. Et donc il peut être consommé aussi frit. D'accord? Mais pour justement avoir tous les constituants et ne pas trop dénaturer les composés, je pense qu'il est intéressant de plutôt le prendre cuit. Et comme cela, on a les propriétés, c'est-à-dire la diminution de l'absorption des graisses et la diminution de l'absorption des sucres. Oui. Vous avez dit que le gombo faisait partie de la famille malvacée, c'est ça? Des malvacées, oui. Quels autres légumes qu'on trouve dans cette famille? Dans la famille des malvacées, tout ce qui est hibiscus, tout ce qui dans le nom latin contient le mot hibiscus, entre dans cette famille. On pourrait consommer l'hibiscus alors à la limite? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je sais que la fleur aussi est. Mais il y a des gens qui mangent la fleur. On fait des salades d'hibiscus. Des salades d'hibiscus, oui. Parce que la semaine dernière, on faisait de la salade de poupée, c'est ça? Exactement. Donc, on a parlé du poupée la semaine dernière. Ouais. Et donc, avec la salade. Et donc, on peut maintenant consommer le gombo. Mais le gombo, là, ça fait en salade? En salade cuit seulement. Mais bon, c'est pas vraiment une salade. Mais cru, quelquefois, il peut être consommé, mais aux Antilles, j'ai pas beaucoup de retours concernant la consommation du gombo cru. Alors, sauf si les auditeurs ont des témoignages à nous donner. Ils vont nous dire, si vous avez une information sur le gombo cuit, comme ça, faites-nous part. Alors, donc, en gros, et en détail, manger du gombo, ça fait maigrir finalement. Manger du gombo, comme manger en fait les légumes et privilégier les légumes verts, effectivement permet de perdre du poids par l'intermédiaire notamment des fibres, comme on l'a dit tout à l'heure. Et oui, ça facilite aussi le transit? Facilite le transit. Dans le cas des fibres solubles, un peu moins, mais plus par les fibres insolubles, le transit est facilité. Alors, quelles vitamines minéraux on trouve dans le gombo? Alors,
le gombo, on trouve du manganèse, on trouve des vitamines K, du calcium, du magnésium, du fer, du cuivre, des vitamines B, des vitamines B2, B3, B6, B9. Oui, donc on trouve plusieurs vitamines et plusieurs minéraux dans le gombo à des quantités variables, mais ce sont toujours des apports supplémentaires pour permettre le bon fonctionnement des cellules et favoriser un bon métabolisme au niveau de l'organisme. Docteur Khan, est-ce que le gombo, on le trouve facilement maintenant? Est-ce que la production de gombo est en augmentation dans le pays, ou alors faut dire qu'on a planté plus de gombo? Ouais, en l'idée, il faut planter plus, il faut nous consommer plus souvent aussi. Et donc, effectivement, le gombo est consommé, mais on le retrouve quelquefois sous les marchés, dans quelques supermarchés. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Et il faut savoir que pour les bébés, expérience vécue, on peut utiliser les petits... on fait des biberons de gombo, c'est ça? Oui, il y a des bébés qui arrivent à bien manger. Oui. Les petits gombos, il faut privilégier les gombos jeunes, d'accord, pour les enfants, et c'est tout à fait délicieux parce que visiblement ils en raffolent. Il y a un proverbe qui dit pas manger gombo et tête aïe. Non, faut retirer le petit chapeau. D'accord, c'est un proverbe qui est assez délicat. On va manger gombo et tête aïe, pas fait gérer. Bien, docteur, on a fait le tour pour l'instant de ce manger pays avec le gombo. Alors je rappelle que si vous prenez l'émission en cours, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez tout de suite donc sur le web au www.zcl.tv. Et on va trouver cette chronique du docteur Khan sur le zcl.tv. Vous pouvez, si vous avez raté, ou bien la revoir en direct, ou alors, à ce cas-là, lire un petit peu ce qu'elle disait à propos du gombo. Et sur la page Facebook, nous donnez vos recettes, justement. Oui, donnez des recettes, oui. Alors, vous avez une recette, Jessie, de gombo? Alors, j'ai pas une recette, mais j'ai goûté le gombo frit. Oui. Parce que c'est vrai que je suis pas fan du côté gluant, donc mais gombo frit, moi j'adore, je trouve que c'est très bon. Bon, vous n'aimez pas les choses gluantes. Bien, on a noté et on va continuer. Bien, il est 13h, oui. C'est pas grave, on va reprendre. Bien, 13h39 minutes, on continue le journal ici. Alors, une stimulation régulière de notre intellect peut nous préserver de certaines maladies, notamment la maladie d'Alzheimer. C'est dans cet objectif que le Centre communal d'action sociale de Petit-Bourg organisait hier matin des ateliers mémoire au complexe sportif Gaël Monfils à Petit-Bourg. Ces ateliers mémoire encadrés par la psychologue Ena Xandé étaient destinés aux personnes âgées. Des seniors plutôt satisfaits de cette première session d'atelier. Reportage tout de suite avec Harold Luce et Maxime Morel. Dans le cadre de la politique de santé et de prévention, la ville a déjà mis en place un groupe de parole avec un psychologue de manière à partager des expériences et notamment une conférence débat avec France Alzheimer qui est donc notre partenaire. Cette conférence débat a donné naissance à ces ateliers qui fonctionnent aujourd'hui. C'est une manière de booster un petit peu le cerveau de nos aînés pour ajouter de la vie à la vie, pour que nos aînés restent en pleine forme et vieillissent beaucoup moins vite. Prenez une feuille et vous essayez de remettre ce dont vous vous souvenez. Qu'est-ce qu'il y avait à côté des valises? Qu'est-ce qu'il y avait à côté du bateau? Qu'est-ce qu'il y avait à côté du journal? Qu'est-ce qu'il y avait à côté des arbres? Il s'agit là de groupes de personnes qui n'ont pas de maladie. Donc on n'est pas en train de traiter la maladie d'Alzheimer et ça n'est pas de la stimulation cognitive pour malades d'Alzheimer. Il s'agit pour les personnes qui avancent en âge de prendre conscience que le cerveau ne doit pas s'arrêter de travailler. Donc c'est remobiliser les personnes à l'activité intellectuelle. L'activité intellectuelle n'étant pas obligatoirement prendre des livres et des cahiers, mais de faire toute activité qui permette aux fonctions du cerveau
de travailler. C'est-à-dire, ça peut être du jardinage, ça peut être du dessin, ça peut être de la cuisine, ça peut être autre chose, mais surtout ne pas s'arrêter de faire des choses pour que le cerveau fasse des connexions. Parce que ça peut se faire à tout âge, faire des connexions qui puissent le protéger en cas de maladie. Je suis venue à cet atelier parce que je constate qu'avec l'âge, la mémoire commence à faire défaut. Des fois, je mets quelque chose quelque part et que je ne peux pas retrouver, donc ça m'inquiète un peu. Donc, je suis venue pour revoir un petit peu la mémoire et l'atelier qu'on nous fait faire là aujourd'hui. Si je vous dis que ça fait avancer les choses, ce n'est que le début, mais je constate que c'est très intéressant et je pense continuer parce que je pense que ça va faire avancer. Je ne dis pas que ça va me donner la mémoire encore, mais ça va garder un certain équilibre. L'activité intellectuelle n'étant pas obligatoirement prendre des livres et des cahiers, mais de faire toute activité qui permette aux fonctions du cerveau de travailler. C'est-à-dire, ça peut être du jardinage, ça peut être du dessin, ça peut être de la cuisine, ça peut être autre chose, mais surtout ne pas s'arrêter de faire des choses pour que le cerveau fasse des connexions. Parce que ça peut se faire à tout âge, faire des connexions qui puissent le protéger en cas de maladie. Et on précise que devenir bénévole dans une association, apprendre une langue étrangère ou encore s'initier au sport sont également des apprentissages bienvenus pour stimuler notre cerveau. Côté sport, maintenant, ce mercredi, l'équipe de football Don Bosco de Pétionville disputait sa première rencontre contre la formation de Somerset au stade Silvio Cator à Haïti. Ce premier match marquait l'ouverture des tours préliminaires de la Ligue des Champions. 5-0 pour l'équipe Don Bosco, c'est le score final de cette première rencontre. On rappelle que l'équipe de Basse-Terre la Gauloise s'affrontera au Somerset aujourd'hui et dimanche contre le Don Bosco. Reportage tout de suite avec Michel Terrasse et Richard Etienne. C'est un signal fort que vient de lancer l'équipe de Don Bosco de Pétionville en jaune et noir à l'écran, opposée au Somerset Cricket Club des Bermudas, en ouverture de ce CFU 2016 dans ce stade Silvio Cator à Port-au-Prince. Dominateurs dans tous les compartiments de jeu, les hommes du coach Jean Natou ont trouvé la marque à la 43e minute de jeu. Frappe de Kenley Dédé dans le coin gauche de Skaski Bin. 1-0, c'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, scénario identique. Pression exercée par Don Bosco à la suite de ce corner, beauté côté gauche. Felson Filmon marque le deuxième but pour sa formation. Rentré en cours de jeu, l'Argentin Campomar Augustin aggrave la marque. Nous sommes à la 76e minute. Une situation compliquée pour Somerset qui encaisse un quatrième but 5 minutes plus tard par Estama Banchi. Avant que Magnicio Joseph aggrave la marque en signant son deuxième but personnel à la 89e minute de jeu. On voit que Somerset a un très bon gardien de but qui a permis de repousser l'échéance. Donc c'est vrai que ça va être compliqué, mais voilà. Donc déjà jouer le premier match contre Somerset et ensuite après on verra pour le second. 5-0 pour Don Bosco, c'est le score final. La Gauloise rentre en scène ce vendredi face à Somerset. Les Bastériens seront face à leur destin. Voilà, il est 13h45. Je rappelle que la Gauloise va cet après-midi faire jouer son premier match. Le CSM a perdu le premier, donc le CSM n'aura pas intérêt à perdre une deuxième fois. Et la Gauloise, on espère, on touche du bois d'ébène de préférence, permettant donc à la Gauloise de remporter son match et de peut-être revenir avec un trophée en Guadeloupe, cette Ligue des Champions modèle Caraïbes. Voilà. On a terminé, il est pratiquement 13h45. La réalisation aujourd'hui c'était Zébris, l'homme magique, et puis Jessie et moi nous vous saluons, nous donnons rendez-vous dès lundi pour une autre série de ZCL et puis à bientôt. Salut Jessie. Salut Denis. Avec le sourire.